C'est quoi une bonne fin? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'un scénariste, lorsqu'une autrice, lorsqu'un musicien ou une réalisatrice décide de mettre fin à son œuvre, nous, public, audience, on trouve ça satisfaisant? Évidemment, c'est quelque chose de très subjectif, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas particulier pour moi, c'est le cas du Seigneur des Anneaux, et de la fin du Retour du Roi, le dernier film qui est sorti en 2003. Avant tout, et comme toujours dans mes vidéos, on va commencer par une mise en contexte de mon rapport à cette série cinématographique et une rapide présentation du Seigneur des Anneaux, histoire que tout le monde soit sur la même page et possède les mêmes informations. Alors le Seigneur des Anneaux à la base c'est une série littéraire écrite par Tolkien, un auteur britannique dans les années 50. Ce n'est pas l'inventeur de la fantasy comme on peut parfois l'entendre, toutefois son œuvre a marqué un tournant dans l'histoire de ce genre littéraire qui a influencé nombre d'auteurs qui vont suivre. C'est pour ça qu'on entend parfois cette formulation qui est un peu erronée. L'adaptation qui nous intéresse aujourd'hui a été réalisée par Peter Jackson dans les années 2000 sous forme de 3 films, un film par livre. Dans l'un comme dans l'autre, on suit une vaste galerie de personnages vivant dans la Terre du Milieu, une contrée fantastique, qui est en proie à une guerre terrible depuis que Sauron, le Seigneur du Mal, prépare son retour. Celui-ci est à la recherche de son anneau de pouvoir qui lui assurerait la victoire et la domination sur tous. Cet anneau a été perdu il y a très longtemps, jusqu'à arriver dans les mains d'un hobbit, Bilbon Sake, qui le transmettra plus tard à son neveu, Frodon Sake, qui sera chargé de détruire ce des anneaux dans les flammes de la montagne du destin. Concernant mon rapport à la série, je n'ai jamais été un grand fan du Seigneur des Anneaux. Non pas que je remette le travail de Tolkien en question, ou de son fils Christopher, qui a largement contribué à cet univers, simplement je n'accroche pas vraiment au livre. Par contre, j'ai toujours bien aimé les films, je les trouve pas parfaits, mais ils m'ont toujours plu, et en visionnant la version longue pour la première fois il y a peu, je me suis rendu compte que la fin, que j'avais toujours trouvée un peu longuette, est en réalité bien plus subtile et intéressante que ce que j'en avais pensé étant plus jeune. C'est vraiment une leçon de storytelling et une très bonne manière de conclure la saga, et je vous propose d'analyser pourquoi aujourd'hui. Pour moi, cette fin est divisée en 6 parties qui commencent juste après que l'anneau ait été détruit et que Aragorn et son armée l'aient vu. Et à partir de là, jusqu'à la toute dernière scène du film, il va se passer énormément de choses sur un thème commun. La première fin commence lorsque Frodon et Sam échappent à la lave qui sort de la montagne du destin et trouvent refuge sur un large rocher tandis que le feu les entoure. Ici, Frodon se sent plus léger, son état s'améliore, il se sent délivré, et oui, libéré. Dans un miroir assez triste de scènes précédentes, où Sam lui parlait de la comté pour essayer de le réconforter, et une autre où Frodon admettait qu'il n'avait plus aucun souvenir de cet endroit, ici, alors qu'il ferme ses yeux, Frodon en parle. Il arrive à se souvenir à quel point la comté c'était un endroit magnifique, un endroit merveilleux, il se souvient de quand Gandalf venait avec ses feux d'artifice, il se souvient de toutes ces fêtes organisées, il se souvient d'un temps avant l'anneau. Sam, lui, voit tout ce qu'il a sacrifié dans cette quête. Il est triste, presque amer, il regrette de n'avoir jamais rien tenté avec Rosie et de ne jamais avoir été heureux comme il aurait pu, comme il aurait dû l'être sans l'anneau. À ce moment-là, ils sont tous les deux prêts à mourir pour moi et ils sont en train d'échanger leurs dernière pensée. Comme Frodon le fait remarquer, au moins, ils sont ensemble. Ils sont tous les deux. Et ils peuvent trouver une forme de réconfort là-dedans. Mais ce n'est pas ce qui arrive, parce qu'il y a la fin, partie 2. Secouru par les aigles et Gandalf, Frodon se réveille à Foncombe, la cité elfique. Au début, il y a tellement de lumière qu'on pourrait se dire qu'il est mort et qu'il est dans une espèce d'après-vie, un autre monde, un peu comme une vision du paradis qu'on pourrait avoir. Mais on comprend assez vite que le soleil qui peigne la pièce, il est uniquement là pour annoncer le bonheur qui va arriver. Gandalf, qui est présent dans la chambre où Frodon était en train de se rétablir, confirme que oui, c'est terminé. Il est désormais temps de célébrer. Et ils rient ensemble. Pour la première fois depuis bien longtemps, Frodon rit. Un par un, tous les autres personnages de la communauté vont arriver dans la chambre et partager un moment avec Frodon. Ça commence par un regard, ça commence par un sourire, et ensuite ils se joignent aux célébrations. Pour la toute première fois depuis le premier film, la communauté est réunie presque dans son ensemble. Frodon rit, sourit, crie, il exulte, et puis arrive Sam. Au début, il n'a pas vraiment l'air heureux, il a plutôt l'air
préoccupé, peut-être qu'il était inquiet que son ami ne s'en remette pas de ses blessures, peut-être qu'il avait besoin de voir comment il allait avant de comprendre et décider comment est-ce que lui-même devait se sentir. En tout cas, quand il le voit, Frodon arrête de sourire à pleines dents et ils échangent un regard chargé d'émotions et Sam se met doucement à sourire. Mais c'est un sourire assez triste, c'est le sourire de quelqu'un qui a été profondément blessé et qui a partagé énormément de choses intimes avec quelqu'un d'autre. Et Frodon sourit à son tour, les lèvres fermées. C'est une manière de reconnaître tout ce que Sam a fait pour lui. Il est reconnaissant, heureux de le voir en vie. Et enfin, un vrai sourire vient illuminer le visage de Sam. Ils l'ont fait, il est désormais temps de célébrer. Arrive la fin, partie 3. C'est la première qui n'est pas centrée autour de Frodon. Ici, on voit le couronnement d'Aragorn. Et pour la dernière fois, beaucoup des personnages que nous avons suivis au cours des films pendant de si nombreuses heures. Certains échangent quelques mots, mais beaucoup sont évacués de l'histoire, simplement avoir été montrés. Mais, puisqu'ils ont été montrés, ça permet aux spectateurs d'avoir une idée de ce qui pourrait se passer. Après tout, je trouve que la romance entre Faramir et Éowyn n'est pas super bien traitée dans le film, mais le fait de les voir ensemble au moment du couronnement, côte à côte à se faire des sourires, fait que, moi, spectateur, je vais me dire, bon bah d'accord, maintenant il se passe un truc entre eux, et cette romance, elle va continuer après le film. Et ça, c'est très important, parce que ça permet de donner une fin à ces personnages. C'est pas juste genre, ok, on va couronner Aragorn, il y a quelqu'un qui est là, et puis on va plus le revoir. Non. Et ça, c'est très important, parce que ça permet de conclure les apparitions de chaque personnage. Et cette notion de conclusion, c'est ce qui est prépondérant dans toutes les fins qu'on est en train de présenter ici. C'est ce qui va mener à l'instant final du retour du roi. Avec le couronnement d'Aragorn, la paix revient sur la Terre du Milieu, l'arbre des rois se remet à fleurir symboliquement, et ça c'est très important. Parce que même si c'est une vision un peu idéalisée, qui veut qu'un bon roi fasse nécessairement ce qui est bien, apporte la paix autour de lui et ainsi de suite, c'est quelque chose de très important parce que symboliquement, pour nous, audience, ça met fin à toutes les tensions externes qui existaient et à cette guerre qu'il y avait entre les forces du Gondor, du Rohan et les forces du Mordor. Il ne reste plus que des tensions internes. Mais à ce moment-là, nous, audience, on ne le sait pas encore. Lorsqu'Aragorn arrive devant les hobbits, ceux-ci s'agenouillent devant lui, et celui-ci les interrompt pour leur dire qu'ils n'ont pas à le faire. C'est plutôt à lui de ployer le genou. Il est suivi par tout le monde. Ici, le roi reconnaît l'importance et le rôle primordial qu'ont joué les hobbits dans tous les événements sombres qui se sont déroulés entre le premier film et cet instant-ci. Tout le monde le suit. Tout le monde reconnaît le rôle qu'ont joué les 4 hobbits. Pour une des rares fois dans le film aussi, ils ne sont pas regardés de haut par leur petite stature ou par leur incapacité à se battre ou autre. Non, c'est l'inverse, parce que désormais, ils sont soudainement plus grands que tous les autres. À mesure que la caméra s'approche de leur visage, on voit que Pippin sourit, que Merry n'en revient pas, mais Sam et Frodon, eux, ont l'air mal à l'aise. Alors peut-être que Sam est simplement en train d'appréhender ce qui est en train de se passer, mais à mesure qu'on s'approche de Frodon, on voit qu'il est en train de réaliser quelque chose. Il n'est pas heureux. Il ne trouve aucun réconfort dans ce qui est en train de se passer. Et c'est peut-être encore plus accentué par le fait que, à la fin, il n'a pas résisté à l'anneau, il a succombé. En tout cas, à ce moment-là, il a conscience que quelque chose manque. Comme je le disais un peu auparavant, c'est très important comme moment, parce que jusqu'ici, le film nous a mené, nous, l'audience, à penser l'inverse. Pour nous, maintenant que l'anneau a été détruit, que Aragorn est roi, tout le monde va vivre heureux pour toujours, et ça se finirait là pour nous. Le film pourrait se terminer véritablement ici. Mais ce moment-là, il est là pour dire que non, pas encore, pas tout de suite. C'est pas prêt. Et ça nous prend par surprise. Vient la fin, partie 4. Frodon, au passé, narre comment les 4 hobbits sont retournés à la comté, l'endroit qu'ils ont tant espéré revoir durant les films, bref, leur maison. Ça nous prépare aussi au fait que Frodon est en train d'écrire l'histoire de ce qui s'est passé.
D'ailleurs, symboliquement, la comté n'a presque pas changé entre le début de la communauté de l'anneau et la fin du retour du roi. Et ça, c'est très important. Dans les livres, il y a toute une partie qui suit la destruction de l'anneau, qui est la reconquête de la comté, et qui a été dévastée, transformée en une espèce de région un peu industrielle, je crois, par Saruman. Dans les films, ça n'y est pas, je pense que c'est une très bonne chose, je vais en reparler un peu plus tard, parce que du coup, avec cet aspect inchangé, ça va mettre en exergue à quel point, si le monde n'a pas changé, les personnages, eux, ont changé. La scène coupe ensuite et on les voit à la taverne. Mais personne ne parle, personne ne sourit, ils ont l'air presque... pas funèbres, mais en tout cas très sérieux dans cette scène, où tout le monde, au contraire, est heureux, est en train de faire la fête, de boire, mais eux, ils sont juste assis, en train de se regarder en silence les uns les autres, en ne sachant pas vraiment quoi se dire après tout ce qu'ils ont traversé. Ils ne sont plus comme les autres. Ils portent mollement un toast, comme une manière de dire « ça y est, c'est fini, on est à la maison », mais dans la célébration qui les entoure, ça marche pas vraiment. On voit sur le visage de Sam qu'il est triste, insatisfait, mais lorsqu'il voit Rosie, il trouve en lui le courage de se lever et d'aller vers elle. Il a décidé de ne plus vivre avec des regrets après tout ce qui s'est passé. En le regardant faire, ses amis rient, et on voit sur leur visage que ça leur fait du bien d'avoir cet instant de légèreté et cet instant spontané de joie. La transition suivante nous amène au mariage de Sam et Rosie. Tout le monde est heureux, en train de rire, d'applaudir, de crier, c'est vraiment un instant de célébration une fois de plus. Mais, une fois encore, et pour la 3e fois depuis le début de ces fins, on va avoir un plan qui va se rapprocher du visage de Frodon avant un cut. Son sourire s'évanouit, parce que, aussi fort qu'il aimerait l'être, il ne fait pas partie de cette célébration. Il se sent à part. Il y a toujours quelque chose qui manque. À ce moment-là du film, je me demande si Frodon, il a finalement compris ce qui lui manquait déjà et s'il a mis le doigt dessus. Et ça, justement, ça nous amène à la fin, partie 5. 4 ans plus tard, et une fois encore, la voix de Frodon nous sert de narration et nous explique clairement les difficultés qu'il rencontre. Il y a d'ailleurs une comparaison qu'il fait qui est très juste et qui symbolise tout ça. C'est le moment où, comme il le dit, de la même manière que sa blessure ne s'est jamais vraiment cicatrisée, lui-même ne s'est vraiment jamais cicatrisé, il s'est jamais vraiment remis. Il dit que sa blessure s'est emparée de lui. Elle est trop profonde pour pouvoir simplement être soignée. Dans le même livre que celui dans lequel Bilbon a écrit il y a bien longtemps son histoire, Frodon met finalement un point final à celle qu'il a racontée. Mais il reste un petit peu de place, comme il le dit à Sam, qui est venu lui rendre visite. D'ailleurs, Sam, lorsqu'il vient le voir, il a l'air de lui apporter des documents. Donc, on pourrait se dire que Sam, il prend toujours soin de Frodon. Il lui amène probablement peut-être de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se divertir. En tout cas, voilà. Sam, il n'arrive pas les mains vides, et je trouve que c'est important. Ensuite, les 4 hobbits et Gandalf vont voyager avec Bilbon jusque vers les elfes qui quittent la Terre du Milieu et qui ont accepté d'emmener Bilbon avec eux. Lorsque Bilbon demande à Frodon s'il peut avoir son vieil anneau, Frodon est directement confronté à tout ce qui lui est arrivé depuis le moment où il a accepté d'en avoir la charge. Il ment à son oncle en disant qu'il l'a malheureusement égaré, mais sur son visage, on voit clairement qu'il ne se sent pas bien. Je me demande si c'est parce que l'anneau lui manque, si c'est parce qu'il est en train de revivre les traumatismes, d'autant que si la comté n'a pas changé depuis le premier film, on peut se dire que c'est parce que les hobbits n'ont pas eu vent de tout ce qui s'est passé. Et étant donné les scènes qu'on a eues précédemment, notamment à la taverne, il est fort possible que Sam, Pippin et Merry n'aient jamais vraiment abordé de nouveau la question de l'anneau avec Frodon. Donc c'est peut-être une première depuis des années où Frodon est directement confronté à ce qui s'est passé. Finalement, il trouve les elfes et Bilbon les rejoint sur leur bateau. Gandalf fait ses adieux aux hobbits parce que lui aussi va quitter la Terre du Milieu. Frodon est le seul qui ne manifeste aucune réelle émotion et il a l'air presque contrit, mais pas triste, parce que lui aussi a prévu de partir et qu'il n'a pas prévenu ses amis. C'est d'ailleurs Gandalf qui vend la mèche en lui disant qu'il est temps. Commençant et finissant par Sam, il fait ses adieux à ses amis et explique que si la comté a été sauvée, lui, il ne l'a pas été. À nouveau, il met des mots sur les tiraillements qui l'animent
depuis bien longtemps. Il a échoué face à l'anneau, il ne trouve aucun réconfort ou répit dans sa douleur, dans le fait d'être de retour à la maison. Il doit partir. C'est la seule chose qu'il voit. C'est le seul moyen pour lui d'aspirer à la paix. Il serre ses amis dans ses bras et à Sam, il donne le livre dans lequel Bilbon et lui ont chacun écrit leur histoire. Il reste des pages et comme il le dit, ces pages, elles sont pour lui. C'est un moment qui est chargé d'émotions parce que c'est la dernière fois que ces deux amis qui ont traversé autant de choses se voient. Symboliquement, puisque le livre a appartenu à Bilbon Saquet et Frodon Saquet, ça fait de Sam presque un membre de la famille de Frodon. Et ça, c'est très très fort. Ça met aussi en valeur le fait que le voyage de Frodon touche à son terme, mais pas celui de Sam. Alors que Frodon monte sur le navire à son tour, il sourit à ses amis. Et c'est un vrai sourire. Un sourire de paix intérieure, un sourire d'amour. Il est en train de trouver ce qui lui manque depuis si longtemps. Tandis que le bateau prend son départ, Merry et Pipin lui tournent le dos pour rentrer chez eux, mais pas Sam. Sam reste sur place et contemple le bateau disparaître à l'horizon. Une fois de plus, on pourrait se dire que c'est le moment de conclure le récit. C'était déjà le moment, on pourrait dire, de conclure le récit lorsque Frodon s'est réveillé dans l'infirmerie. Ça aurait pu être un bon moment pour conclure le récit après le couronnement d'Aragorn. Ici, c'est un nouveau bon moment pour conclure le récit. Mais ce n'est pas le cas. Il reste la fin, partie 6. La toute dernière et la plus importante. Alors que la voix de Frodon se fait entendre une dernière fois, il encourage Sam à vivre pleinement sa vie et à apprécier tout ce qu'il a. Sa vie, son aventure, continue. Il lui reste encore des tas de choses à vivre. Sam rentre chez lui. Il serre dans ses bras son enfant. Il embrasse sa femme et il réalise pour la première fois depuis bien longtemps que ça y est, il est de retour. Il est à la maison. Pour la première fois depuis si longtemps, il n'a pas à prendre soin de Frodon et il n'y a rien pour lui rappeler ce qui s'est passé. Il peut tout entier se tourner vers l'avenir. Le départ de Frodon, c'est un peu le déclenchement de cette réalisation, et on peut se demander si Frodon lui-même avait conscience que ses amis ne pourraient pas être véritablement heureux ou en paix à cause de lui, et si ça a joué dans sa décision de partir. Alors que la caméra s'approche lentement, Sam referme la petite porte en bois de la palissade. C'est son monde maintenant qui se trouve derrière cette palissade. Ce qui compte, c'est ça. On suit la petite famille qui rentre dans la maison, referme la porte sur nous. Et même si la caméra continue de s'approcher, au bout d'un moment, elle est bien obligée de s'arrêter. C'est véritablement fini. Et ce qui se trouve derrière, le futur de Sam avec Rosie, ça ne nous concerne plus. C'est une nouvelle aventure. Après presque une demi-heure de conclusion, ça y est, le film est véritablement fini. Après plus de 9 heures de film, ou presque 12 heures si vous avez regardé les versions longues, une autre fin aurait plutôt semblé mal avisée, surtout pour un film qui met autant l'accent sur le déplacement physique de ses personnages. Le fait que cette fin prenne son temps et se développe justement en plusieurs parties permet d'offrir une fin à la plupart des personnages, en tout cas une conclusion et surtout quelque chose de satisfaisant pour ceux sur lesquels on a besoin de s'étendre. D'où la scène du couronnement d'Aragorn qui prend du temps, ou la scène du départ en bateau. Là où on aurait pu penser que le film allait s'arrêter à plusieurs reprises ou adopter une fin peut-être plus ambiguë, en nous laissant nous imaginer ce qui est à arriver, le film a fait le pari inverse et a décidé de s'étendre dans cette conclusion pour nous offrir un véritable sentiment de quelque chose de fini qu'on n'aurait peut-être pas eu d'une autre manière. Et ça, c'est un tour de force. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai véritablement apprécié revoir le film et le découvrir de nouveau. Cette fin, aussi longue soit-elle, aussi morcelée soit-elle, est vraiment très 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 bonne. Parce que du début jusqu'à la fin, elle nous amène sur le malaise intérieur de Frodon, elle nous offre une conclusion satisfaisante aux différents personnages au fur et à mesure de ces parties, et ça, c'est ce qui fait que ça marche aussi bien. Alors je l'évoquais plus tôt, dans le livre, une fois l'anneau détruit, il faut retourner à la comté qui a été dévastée et il faut se battre pour la libérer. Ça dans le livre peut-être que c'est intéressant, mais dans les films ça aurait été mal placé, c'est pour ça que ce soit dans la version courte ou la version longue, Saruman meurt dans sa tour d'Isengard. En effet, le véritable point culminant du retour du roi, c'est la bataille du Gondor, la bataille de Minas Tirith,
et la destruction de l'anneau. Remettre un point culminant en faisant se battre les hobbits pour libérer la comté, ça aurait revenu à amoindrir la portée de cette fin, parce que ça aurait remis de la tension externe, alors que c'est le moment de se consacrer pleinement au conflit intérieur qui anime les personnages. C'est pour ça que je trouve que ce changement est très bien trouvé en fait. S'il avait été mis dans les films, ça aurait été plutôt maladroit parce que ça aurait coupé les choses en deux, ça aurait probablement éloigné notre attention de ce sur quoi nous devions nous focaliser. C'est ainsi que s'achève cette vidéo qui est consacrée au Seigneur des Anneaux et à sa fin que je trouve particulièrement bien trouvée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une interprétation différente ou si vous voulez partager votre ressenti. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Salut! La transition suivante nous amène au mariage de Sam et Frodon. Lapsus.